Aujourd'hui, nous allons parler de la paroisse. Avec la crise des vocations et la baisse de la pratique, la paroisse a été au cœur des réflexions des années 1990. De nombreux synodes ont contribué à les fusionner, à les redimensionner, à les renommer en groupements pastoraux, doyennés, regroupements paroissiaux. Aujourd'hui, est-ce que ce mot de paroisse a encore un sens? Quel lieu chrétien inventé pour demain? Pour répondre, deux invités. Le père Arnaud Montou, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Pont-sur-Yonne, qui est une paroisse nouvelle génération, on peut dire ça? Oui, un regroupement de plusieurs vieilles paroisses. Ensemble paroissial. Ouais. Ensemble paroissial. Et vous êtes délégué aux vocations pour le diocèse de Sens-Auxerre. C'est ça. Et le père Dominique Bernérias, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé, alors là c'est un groupement paroissial qui se trouve à Sartrouville, c'est le groupement paroissial Saint-Vincent-de-Paul, dans les Yvelines, le diocèse de Versailles. Voilà. Alors, j'ai commencé cette présentation un peu de manière humoristique en parlant de regroupements pastoraux, regroupements paroissiaux, etc. Il s'est passé quelque chose dans les paroisses dans les années 90-2000, disons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je pense que c'est beaucoup plus ancien que 90-2000. C'est une évolution qui part des années 50. Et il y a l'exode rural. On a eu en France un réseau paroissial très très dense. Tous les villages quasiment avaient leur curé et leur clocher. Et ça correspondait en fait à la définition traditionnelle de la paroisse, qui est celle du Code de droit canonique de 1917, où on nous dit la paroisse c'est une église, un curé, un peuple, et sur un territoire. Concrètement, excusez-moi, vous avez combien d'églises, combien de territoires, combien de peuples? Alors, 16 églises, donc tout de suite là il y a un décalage. Oui. 16 églises, une population de à peu près 20 000 habitants, voilà, dans le nord de Lyon. Et dans un territoire d'à peu près combien? Le territoire, j'aurais du mal à vous le dire, parce que j'arrive dans la paroisse, mais c'est un territoire pas si immense que ça. J'ai été dans une paroisse juste avant où il y avait 43 clochers, alors là c'était très large avec un secteur très très vaste. Là c'est un peu plus regroupé avec c'est, disons, un milieu plus semi-rural, semi-urbain, quoi. Oui, après un début de banlieue. Voilà, c'est ça. Donc, excusez-moi, vous disiez regroupement de beaucoup de clochers, donc ça n'a pas pu... Enfin, on n'est plus dans ce modèle-là. On n'est plus dans ce modèle-là, et moi je dirais heureusement, parce que je ne sais pas très bien ce que faisaient les prêtres quand ils étaient curés d'une paroisse avec 150 âmes, mais ils avaient le temps de faire leur jardin, ça c'était bien. Voilà, aujourd'hui, on a regroupé des paroisses pour former des communautés qui soient plus structurées et qui soient d'une taille suffisante, voilà, pour permettre à la paroisse d'assurer ses principales missions, dont on reparlera. Et puis, alors, ce changement que nous avons vécu, il va de pair avec un changement aussi dans la définition de la paroisse qui a été donné par le nouveau code de droit canonique de 1983, où, je vous cite, « La paroisse est la communauté déterminée de fidèles qui est constituée de manière stable dans l'église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. » En fait, la paroisse, maintenant, elle est définie comme une communauté. Et donc, ce qu'on a à découvrir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'une paroisse peut être une communauté, et elle peut être une communauté à dimension variable, certainement, et sans doute, il y a des manières différentes de faire communauté quand on est en ville, dans une grande ville populaire comme celle de Sartrouville. Oui, expliquez-nous un peu, parce que tout le monde ne sait pas où est Sartrouville. Sartrouville, c'est le nord-est des Yvelines, on est voisin d'Argenteuil. Parce qu'on dit diocèse de Versailles, donc on imagine un catholicisme un peu riche et un peu bourgeois. C'est pas tout à fait le cas. C'est en fait un milieu avec beaucoup de populations étrangères. Il y a un mélange de populations venant d'Afrique, des Antilles, d'Inde, du Portugal, une forte communauté portugaise, des gens qui ont leur tradition et puis qui se rencontrent, qui vivent ensemble et qui sont très attachés à la communauté chrétienne dont ils font partie, parce que c'est des gens aussi qui socialement n'ont pas nécessairement des places très élevées et donc qui ont besoin d'être reconnus dans l'Église et de trouver leur place. Et ils tiennent à la communauté
et la communauté aussi, pour certains, les fait tenir, les aide à tenir dans la vie. Ouais. Vous avez quel type d'expérience? On a dit vous venez de changer d'affectation, mais en gros, quelle expérience vous avez eue dans votre précédente paroisse qui était dans le sud? Racontez-nous à quoi ça ressemblait. Ouais, moi je suis assez sensible à ce que je viens d'entendre de la part du Père Barnérias, parce que effectivement, si c'est une communauté, la paroisse, les communautés sont effectivement très différentes. Et dans un diocèse comme le nôtre, qui est un diocèse globalement aussi étiqueté comme rural, c'est sûr qu'entre le sud de Lyon où j'étais dans l'extrême sud, proche du Morvan, avec des communautés paroissiales pour le coup très éclatées, très dispersées, ne serait-ce qu'une commune comme Carré-les-Tombes, pas connue de tout le monde, mais dans le Morvan, plus d'une vingtaine de hameaux, très dispersés, avec un grand éclatement de l'habitat, et ça ajoute des difficultés, parce que quand on dit des communes, des clochers, c'est une chose, mais déjà quand l'habitat est dispersé, même autour d'un clocher, eh bien ça ajoute aussi des difficultés pour rassembler les gens, parce que la grande question aussi qu'il y a dans la paroisse, c'est comment rassembler cette communauté. Ouais. Parce que quand on est dans une paroisse parisienne, évidemment, je découvre ça moi quand je viens un petit peu à Paris de temps en temps pour mes études, mais je vois bien que c'est pas la même réalité. On est dans des communautés qui sont rassemblées assez facilement autour de l'église. Nous, on est dans les grandes villes, c'est pas des dizaines très de kilomètres. Voilà, ouais. C'est une réalité complètement différente pour les gens. Je voulais juste donner un petit éclairage quand même, dire que nous avons mis en priorité ce qui nous paraissait le plus important, c'est-à-dire de vivre l'évangile en proximité, dans la relation, dans le partage d'évangile, dans des petites équipes. Donc la proximité est déterminante. Et le plan un peu de ces orientations, c'est nous partons de la base de la proximité pour aboutir à une organisation. Et l'organisation va être au service de cette proximité que nous appelons de nos vœux et pour lequel nous prions. Donc ça, c'est vraiment très important. L'organisation territoriale va répondre à ces exigences. Nous redéfinissons un peu des territoires avec doyenné. On passe de 13 à 5, avec des configurations de nouvelles paroisses. Mais ça, ce sera travaillé dans l'année à venir localement avec les doyens, les curés et le peuple de Dieu, encore une fois, très important, pour voir, il y a des paroisses qui peuvent peut-être se rassembler, etc. Donc ça sera fait dans les mois à venir. Mais le nouveau territoire, écoservice, malheureusement, le territoire aussi s'élargit, donc il y a des questions de communication, il y a des questions de déplacement, il y a des questions, là on perd en proximité, mais on est bien obligé. L'organisation telle qu'elle est pensée doit nous permettre de ne pas sans cesse, tous les ans, remettre sur le tapis. On prend un peu d'avance en pensant qu'il ne faut pas être à la remorque des événements, mais nous libérer pour pouvoir être disponible pour une mission effective de l'Église. Donc la question du territoire ne sera pas revue dans les 10 ans à venir. Voilà. Donc on le fait, et après, je dis d'une certaine manière, on ne s'en occupe plus, pour nous centrer sur le plus important. L'organisation en elle-même, c'est comme une tuyauterie, c'est au service de l'eau qu'on veut avoir là où on la veut, ou de l'électricité qui vient ou qui ne vient pas. Ça fait partie c'est indispensable, l'organisation, mais ce n'est pas le plus essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui va être apporté là où on veut que quelque chose soit apporté ou soit donné. Dans les villages, de nombreuses personnes âgées et isolées, parfois ne peuvent plus se rendre à la messe. Les prêtres de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance, dans le sud-est du département, vont à leur rencontre en organisant des petites missions dans les villages le samedi après-midi. C'est un reportage d'Ophélie Maria. Prendre sa voiture, c'est une habitude pour le père Firmin. La paroisse Notre-Dame de l'Alliance compte 38 clochers pour seulement 3 prêtres. Aujourd'hui, direction Saint-Clément, un village de 300 habitants. C'est important parce que même dans les lieux un peu reculés, il y a des fidèles. Alors, le prêtre doit se déplacer. Une fois j'ai fait 64 km pour aller dire une messe de funérailles. Donc il faut des moyens pour que le prêtre puisse se déplacer et rejoindre les fidèles là où ils sont.
Et souvent, on est très bien accueillis parce que les fidèles sont contents d'avoir quand même quelqu'un qui fait une distance comme ça pour venir les voir. Bonjour. Madame Goyardon. Ah oui, madame. Dans ce diocèse rural, beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. La seule solution, que les prêtres viennent jusqu'à elles. Marcel et Henri regardent la messe à la télévision car à leur âge, ils ne peuvent plus prendre leur voiture. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais je fais quand même ma prière. Ça, c'est très bien. Fernande ne peut plus sortir de chez elle. Elle attend avec impatience le passage d'un prêtre pour recevoir la communion ou pour se confesser. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah, ça, c'est très Je suis bien. un peu sourde. Je sais, moi aussi. C'est pas vrai. Ce sont des paroissiennes qui mettent en relation le prêtre de passage avec les personnes dans le besoin. Eliane fait partie de cette équipe relais. Autrefois, comme nous disait le père Firmin tout à l'heure, on allait frapper à la porte du prêtre parce qu'il y en avait un dans chaque commune. Et maintenant, c'est les prêtres qui viennent à nous selon leurs possibilités. Parce qu'avec 38 clochers... alors ces soirées organisées, là, moi je trouve ça bien quoi, pour les personnes isolées. La journée se termine par une célébration eucharistique, une occasion devenue rare dans le village. La prochaine messe dans cette église aura lieu dans 4 mois. Alors, Monseigneur, on finit sur un chiffre un peu difficile, mais c'est ça la réalité de vos territoires. Oui, je crois que c'est un chiffre difficile, mais c'est la réalité du département de l'Allier, c'est la réalité d'un certain nombre de nos diocèses ruraux aujourd'hui. Et je crois qu'il nous faut être inventifs dans ce contexte-là. L'évangile doit pouvoir aller partout, l'évangile est pour tous. Les forces manquent, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, une trentaine de prêtres en activité, mais des laïcs qui ont vraiment le désir de s'engager aux côtés des prêtres pour que les villages demeurent des lieux où l'évangile est annoncé et reçu. Et l'expérience que nous venons de vivre est un petit peu une expérience pilote, enfin, qui se développe dans le diocèse aujourd'hui, c'est-à-dire les prêtres, avec les conseils pastoraux, cherchent à mettre en place, là où c'est possible, c'est pas possible dans tous les villages, mais là où c'est possible, de mettre en place une équipe de proximité ou un relais de proximité constitué de 2, 3, 4, 5 chrétiens sur le village qui font équipe et qui à la fois assurent une présence d'église auprès des gens. Ils sont les relais. Les gens savent qu'ils peuvent aller les voir pour avoir des informations, des renseignements sur la catéchèse, la préparation au mariage, l'organisation des funérailles, etc. Ces gens également ont le souci de faire que leur église demeure ouverte et belle, et qu'on puisse venir y prier, brûler un cierge, se réunir pour prier un chapelet, faire un chemin de croix. Et puis ces chrétiens, dans certains endroits, ils se retrouvent entre eux pour prier ensemble et pour porter dans la prière, Comme des petites fraternités. Comme des petites fraternités d'évangile, le village dont ils ont reçu responsabilité de la part de leur curé. Ouais, c'est une vraie école de mission, quoi. C'est une véritable école de mission. Et cela permet vraiment de rester en proximité avec le territoire. Et ça demande aussi, de la part des prêtres, de vraiment travailler en corresponsabilité avec les laïcs. C'est-à-dire qu'il faut accepter, quand on a un grand territoire comme celui de Notre-Dame de l'Alliance, qui représente 1/7 du diocèse, c'est presque 1000 km², et qu'ils sont 2 prêtres, donc le curé, qui est en même temps mon vicaire général, plus le père Firmin, que nous avons vu, qui est vicaire mais à mi-temps, parce qu'il est religieux lazariste à Vichy. Eh bien, ça demande aussi de lâcher prise et de faire confiance aux gens localement pour les prises de responsabilité, parce que le prêtre ne peut pas tout suivre, tout accompagner et être présent partout. C'est une nouvelle culture à développer. Oui, qui correspond bien d'ailleurs à ce que le pape François nous invite à faire, la suite au synode, à mettre en place, à faire de l'Église un lieu où se vit la synodalité missionnaire, c'est-à-dire bien nous mettre à l'écoute les uns des autres, accepter de nous faire confiance les uns les autres, chacun dans notre part de responsabilité et dans notre vocation particulière, pour que l'Évangile rejoigne les cœurs, comme j'aime à le dire. Une mission qui touche particulièrement le diocèse de Nanterre, où des couples
essayent de se mettre au service de cette mission de l'accueil. Ce sont les foyers d'accueil, voilà, ces familles qui décident de prendre entre 3 et 5 ans pour servir dans une paroisse. Je vous propose d'écouter ce témoignage. C'est vraiment une mission d'attention aux autres, d'accueil. On n'accueille pas les gens chez nous, mais en fait on vit dans les lieux de la paroisse, donc dans le presbytère, si on peut dire, au-dessus des salles paroissiales. Et notre mission, c'est vraiment d'être disponible et, pour les gens qui ont besoin, d'être à l'écoute. C'est aussi effectivement, par notre manière de vivre et par le fait qu'on habite au milieu d'un quartier, c'est d'être un signe aussi d'une famille chrétienne. On emmène nos enfants à l'école, à la crèche, donc effectivement on connaît les gens du quartier, on vit dans ce quartier, donc c'est aussi un rayonnement. Les gens nous voient rentrer dans le bâtiment à côté de l'église ou ouvrir et fermer l'église chaque jour. Donc effectivement c'est aussi une visibilité pour le quartier. Nos enfants sont encore petits, mais voilà, ils sont très à l'aise dans l'église. Ils viennent régulièrement nous aider à ouvrir, à fermer, à remettre des bougies, à enlever des papiers. Donc voilà, c'est aussi un lieu qu'ils connaissent et qu'ils s'approprient. Je trouve que c'est stimulant aussi dans notre foi et pour notre vie de famille avec nos enfants d'être vraiment au cœur. Moi, je ne connaissais pas du tout la vie d'une paroisse. Donc j'ai découvert avec la mission de foyer d'accueil et je trouve ça très riche en fait de rencontrer toutes les personnes qui agissent au cœur de la paroisse. Je vis mieux ce temps de célébration, de messe, parce que je me sens entouré de paroissiens que je connais et je me sens faisant partie d'une communauté. Voilà. Et pas juste participant, je rentre dans l'église, je m'assois et je repars. Donc Monseigneur, il y a 28 foyers d'accueil dans le diocèse. Ça représente plus de 10% des missions de laïcs dans le diocèse de Nanterre. Comment expliquer ce succès et le fait que chaque année, il y en a au moins un de plus? J'espère qu'on va continuer à faire grandir le corps des foyers d'accueil. Eh bien, c'est très important que d'une manière ou d'une autre, la mission soit prise en charge par tous les baptisés. Nous avons 86 paroisses dans le diocèse, regroupées aujourd'hui en 51 ensembles paroissiaux, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas toujours des prêtres qui logent dans chacune des églises, et du coup c'est bien que tous les presbytères demeurent ouverts, habités, accueillants, et que de cette manière-là aussi, de manière assez simple, comme nous l'avons vu, mais par la présence, l'accueil, quelques activités, eh bien, chaque lieu où peut se rassembler la communauté soit un véritable lieu vivant. Et dans mes premières visites dominicales de paroisse en paroisse, j'ai déjà été dans presque toutes les communes du diocèse, j'ai été très heureux de rencontrer les foyers d'accueil. Je pense par exemple, j'ai eu la grâce de consacrer le nouvel hôtel de l'église Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux, très bel hôtel de Jean-Jacques Brice. Et c'est un lieu précisément où la présence ecclésiale est rendue effective jour après jour par un foyer d'accueil qui avait beaucoup contribué à la préparation de cette liturgie, en rassemblant pas mal de jeunes couples et familles pour les chants, la liturgie, les instruments, mais aussi pour le déjeuner paroissial qui a suivi, pour l'accueil. On sentait une maison habitée. Et c'était extrêmement réjouissant de le découvrir, mais j'ai vécu cela dans beaucoup d'endroits. Je pense le 1er janvier au matin, je suis allé célébrer la messe de Sainte Marie Mère de Dieu, Journée mondiale de prière pour la paix, à l'église Notre-Dame de la Paix de Suresnes. Et un foyer d'accueil était là, le 1er janvier au matin, pour l'accueil à la paroisse, pour un verre amical qui, le 1er janvier, nous a permis de partager des vœux. Et c'est vraiment un trésor pour le diocèse. Et s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés par cette mission, qui n'hésitent pas à se manifester. Vous êtes toujours en recherche de couple. Monseigneur, le diocèse de Nanterre est un diocèse pionnier, puisque les foyers d'accueil sont apparus il y a 30 ans, en 87, dans le diocèse, dans les paroisses de Vanves et de Saint-Cloud. Est-ce que d'une certaine manière, c'est aussi une réponse à la crise des vocations? Puisqu'il dit qu'il y a des bâtiments vides, moins de prêtres, et il faut les habiter, il faut qu'il y ait de la vie. Alors, c'est surtout une réponse à l'appel à tous les baptisés qui sont faits pour être missionnaires et pour prendre en charge la vie de l'Église.
J'appelle Colette Madeleine. J'appelle Jean. J'appelle Myriam. Mariés, célibataires, laïcs, religieux ou prêtres, ce soir, ils sont 25 à être envoyés en mission par leur diocèse. Ils s'engagent à se mettre au service de leur paroisse et des plus pauvres de leur quartier. Êtes-vous d'accord pour prendre en équipe cette responsabilité pendant une année? Oui, nous sommes d'accord. Les membres de la Fraternité des Parvis s'appuient sur une charte missionnaire qui s'inspire des écrits de Madeleine Delbrel. Cette femme qui, dans les années 30, vivait au cœur d'une cité populaire pour être au plus proche des petits et des pauvres. C'est d'ailleurs le rôle premier de l'Église que de s'occuper des plus petits et des plus pauvres. On n'est pas une société secrète à vivre entre nous, c'est vraiment une société qui se reçoit du Christ et qui se donne au monde. Donc c'est vraiment ce signe-là aussi que donne une communauté comme celle des Parvis. Chaque année depuis 5 ans, Christine Simon renouvelle un engagement qui prend tout son sens dans le cadre de la communauté paroissiale. Je crois qu'on n'est pas chrétien tout seul, on dit souvent ça, mais c'est vrai que moi j'avais envie d'avoir des frères et des sœurs, quoi. Puis j'avais pas non plus envie d'aller dans la rue à mon compte, j'ai envie de dire. Pour moi c'était important de dire que j'allais dans la rue, rencontrer les gens, tisser des liens, de la part de l'Église, en tout cas de la part du Seigneur. Ça va ? Ça va. 4 fois par semaine, accompagnée par d'autres membres de la fraternité, Christine fait des tournées de rue. Depuis 5 ans, elle commence à bien connaître les SDF du centre-ville. Allez, à demain, Radia. Comme Radia ou Didier, par exemple. Cela fait plusieurs années qu'il fait la manche devant l'église Saint-Maurice. Il apprécie toujours leur visite. C'est déjà pas mal que vous me dites bonjour. Et c'est sympathique. Moi, je suis heureux. Je suis heureux de parler, je suis heureux de discuter avec les gens, et ça c'est merveilleux. Christine a longtemps travaillé dans le social et elle a toujours aimé rencontrer les gens de la rue. Par ailleurs, j'ai été bénévole dans des associations, mais là j'avais vraiment envie de plutôt tisser des liens d'amitié. Avec vraiment la conviction que je n'ai pas envie d'être dans une situation d'aide face à des gens qui sont plus petits que moi ou plus en difficulté. Je pense qu'on est de la même humanité. Et c'est ça qui me paraît difficile, c'est justement, alors qu'on a la même humanité, de ne pas se rencontrer, de l'indifférence qui règne quand même dans la société. Donc voilà, donc du coup j'ai eu à cœur d'aller dans la rue, puis d'aller parler avec les gens. J'espère qu'avant cet hiver on va essayer de s'en sortir, parce que ça va faire notre 3e hiver dehors, et c'est bon, là c'est un ras-le-cul, une fatigue, c'est de faire tous nos papiers. Mais... Être à l'écoute, tisser des liens d'amitié, Christine vit à fond son engagement dans la fraternité. Ainsi, plusieurs fois par semaine, elle se rend au local, un lieu d'accueil pour les enfants du quartier HLM du faubourg de Béthune, en périphérie de Lille. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Local pour le caté, mais aussi tout simplement pour des jeux avec les enfants. Les enfants qui participent aux activités ne sont pas forcément des chrétiens en fait. Les activités sont ouvertes pour tous les enfants. Donc on espère qu'il y aura des copains qui viendront, qui viennent pas forcément au caté, c'est pas obligé. S'engager pour Christine, cela signifie vivre avec. C'est pourquoi elle a déménagé afin d'habiter au cœur de cette cité. Et comme elle, 3 autres membres de la fraternité ont pris cette décision. On a fait le choix d'habiter ici dans le quartier pour partager un peu la vie quotidienne des habitants. Donc pas juste faire notre petit truc et puis s'en aller le soir, quoi. Vraiment d'être là pour tout, pour les joies comme les difficultés, quoi. Le fait d'habiter là, dans les allées et venues, comme dit Rebecca, en allant faire nos courses, on rencontre les gens, on a le temps de discuter. Quand on a besoin de faire les inscriptions pour le caté, on a le temps d'aller voir les gens chez eux ou de leur proposer de venir au local comme ils préfèrent. Mais c'est vrai que ça donne plus de liberté et plus de gratuité.